Ce qui nous permet d'aborder tout de suite la dernière table ronde avec presque pas de retard. Je vais tout de suite convier Dirk Van Sintient, qui est devant moi, administrateur d'une coopérative en Belgique et président du réseau des coopératives européennes, RESCOP, et Alex Raguet, fondateur et président de l'UMO, et président de l'Association européenne du réseau de la finance participative. Et cette table ronde s'intitule, vous trouvez peut-être la référence, « Moi, citoyen, je construirai la démocratie énergétique en Europe ». Donc on a évoqué effectivement le rôle de la finance participative tout à l'heure. Le monde coopératif, de manière plus large, a peut-être eu l'opportunité de démarrer plus tôt, notamment dans un certain nombre de pays européens, mais même en France. La finance participative étant extrêmement nouvelle dans la mesure où elle est très liée à la capacité de mise en relation entre individus que permet Internet. Donc forcément, la technologie a énormément influé là-dessus. Et quand la réglementation a permis à la technologie de fonctionner normalement, ce qui est le cas maintenant, eh bien, les choses peuvent commencer à marcher. Vous y reviendrez, Alex. Dirk, les coopératives énergétiques, on en a vu certainement avant dans d'autres pays européens qu'en France. Comment ça s'est passé chez vous, en Belgique? Et puis, aujourd'hui, comment vous voyez un peu les grandes évolutions au niveau européen? Je vous laisse prendre un micro, je vais mettre votre présentation en même temps. Oui, je suis flamand, néerlandophone. Je vais abuser votre langue un peu. Le et là, c'est un peu difficile pour moi. Et dans ma présentation, il y a quelques erreurs, j'ai entendu. Ouais. Voilà, je suis Dirk Van Sintient. Je suis un des fondateurs de EcoPower. C'est une coopérative d'énergie renouvelable en Flandre. On a commencé autour d'une table chez moi à la maison avec 5 personnes. Et maintenant, 25 ans plus tard, on est 50 000 personnes. Autour de la table? Non, c'est plutôt une salle comme ça, mais heureusement, dans nos assemblées générales, tous les 50 000 ne viennent pas. Mais voilà, on a commencé dans une période où on avait un monopoliste, comme en France. Chez nous, c'était un monopoliste privé. Mais maintenant, il fait partie de Engie, GDF Suez. Et à ce temps-là, on voudrait faire de l'électricité avec un petit moulin à eau, 100 kW. Et il nous disait, voilà, c'est notre moulin qui est... Ah non, il n'est pas là. Oui, oui. Il va venir. À ce temps-là, quand on demandait au monopoliste, on veut vous vendre notre électricité de notre moulin. Il a dit, on n'a pas besoin, on attend d'électricité qui vient du nucléaire, ça va vous coûter de l'argent. Ça, c'était 95, je pense. Voilà. Entre parenthèses, notre turbine date du 1902 et elle est rénovée par des Français qui venaient de l'Alsace. Voilà. La boucle est bouclée. Oui. Elle était faite à Strasbourg par Schneider Jacquet. Voilà. Avec notre coopérative, je vais vous montrer quelques slides très étonnants, je pense, pour vous. Il semble que notre coopérative est maintenant le plus grand de l'Europe. On pensait, il y a 10 ans, on pensait qu'on était tout seul en Europe, tout seul au monde. Mais maintenant, je suis le président d'un réseau, d'une fédération de ces coopératives et on a plus que 3000 maintenant. Et même en France, d'ailleurs. Il y en a en France maintenant, oui. Et quand il y a un monopole, c'est difficile pour les citoyens, il semble. Ça, c'est une de mes conclusions. Par exemple, dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, il y avait un monopole, il y avait le communisme. Il n'y a pas de coopérative, mais quand il y a un État qui a créé un monopole, c'est aussi très difficile pour les citoyens de créer des coopératives. Voilà, oui.
comment est-ce qu'on travaille avec notre fédération? On ne peut pas faire tout ça nous seuls à Bruxelles et faire du lobby chez la communauté européenne. On a créé on appelle ça Community Energy Coalition. On utilise l'anglais encore. Peut-être avec le Brexit, on va changer cette langue. Néerlandais, par exemple. Peut-être même l'écossais, parce que l'Écosse est tout à fait pourvue en coopérative. On travaille très bien ensemble et ce sont nos partenaires privilégiés. Ce sont les réseaux des communes et des communes comme ICLE, Climate Alliance et Energy Cities. Ce sont des communes qui se sont engagées dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité de l'énergie, et aussi le Greenpeace, de World Wildlife Fund, Climate Action, Client Earth, Friends of the Earth Europe, les Amis de la Terre, la Fédération des organisations de consommateurs, BEUC, et les autres. Et notre modèle Qu'est-ce que c'est que ce fraisier au milieu de votre... Le fraisier, là? Oui, ça c'est notre modèle de croissance des coopératives d'énergie renouvelable. Ce sont les fraises et le plante mère aide le petit plante jusqu'à qu'il est indépendant et donne-nous quelques décennies et on va couvrir l'Europe. Ça c'est l'idée. Oui. Ouais. Vous n'avez pas trop d'ombre? Quoi? Vous n'êtes pas à l'ombre avec vos fraisiers? Mais le fraisier, c'est un plante du forêt. Ouais. Voilà. Ce que je veux dire, j'ai un peu entendu ce qui s'est passé ce matin, mais j'étais un peu distrait. Mais je vais en parler un peu. En Flandre, il y avait quelque chose les semaines passées. On voudrait fusionner tout notre distributeur de l'énergie. On avait 7 ans, je pense 7 ans en Flandre. Ils étaient publics, c'était des intercommunales de municipalités, mais ils avaient besoin de l'argent parce que Electrabel, le monopoliste, Engie, a quitté à cause de l'Europe, il devait quitter. Il leur fallait 500 millions d'euros. Et les communes n'avaient pas l'argent. Et alors, ils ont fait un appel à un privé pour remplacer Engie. Et ils ont choisi les Chinois, l'État chinois. Ils ont oublié que les citoyens avaient, en Belgique, on a 75 milliards d'euros sur nos épargnes, sur nos comptes épargne. Et ça veut dire que nos communes avaient oublié de demander à leurs citoyens de participer dans leur propre distribution d'électricité. Et je viens juste avoir les nouvelles qu'on a battu pour casser cet accord et on a gagné. Je suis très heureux. Oui. Parce que, mais ça démontre ce que c'est sur le slide. On a maintenant à cause de développement par exemple, le solaire qui est devenu très, très bon marché. Aussi, les éoliennes deviennent de plus en plus moins chères. Et le nucléaire, maintenant, ça vient... on sait maintenant que ce n'était pas bon marché. Les coûts vont venir dans le futur. On voit ça à Hinkley Point C, que ça coûte beaucoup de l'argent. Voilà. Il y a deux tendances. Une tendance de globalisation, mondialisation, je ne sais pas le mot français, vers les deux. Et l'économie locale, ce qui se passe dans les communes. Et parce que la technologie a évolué, c'est possible d'avoir un réseau local, de le gérer très efficace, de le gérer tant que ça devient moins cher pour les citoyens. Et ça, c'est l'autre tendance. Ce qu'on voit en Allemagne, par exemple, que les communes reprennent leur réseau et le font très efficacement.
parmi nos membres, par exemple dans le nord de l'Italie, on a 60 coopératives qui gèrent le réseau depuis un siècle déjà. Et leur prix pour les citoyens, c'est le moins cher de toute l'Italie. Hein. Ça veut dire maintenant, on voit deux tendances et je pense que c'est le devoir de toutes les communes et leurs citoyens d'essayer de prendre cette chance. Hein. La transition énergétique doit aussi devenir, ça doit nous... c'est une chance pour avoir la démocratie énergétique. Peut-être le slide. Et ça a commencé déjà. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est le futur. Nos membres, on a 50 000 membres. Depuis 10 ans, ils ont diminué leur consommation du réseau avec la moitié. 41% de nos membres, ils ont installé des panneaux solaires. Hein. La ligne bleue, ce sont nos membres qui n'ont pas de panneaux solaires. Eux aussi, ils ont diminué leur consommation de 4000 kWh par an jusqu'à au-dessus de 3000 kWh par an. Ça, c'est la transition énergétique. Hein. On vient juste d'avoir une étude, de lancer une étude avec Greenpeace Europe et d'autres partenaires. En 2050, la moitié des Européens peuvent produire leur électricité chez eux, à la maison, ou ensemble dans leur commune avec d'autres. Ça sont un peu des chiffres de nos membres. Ça veut dire que nos membres, avec leurs panneaux solaires, produisent presque tant d'énergie que notre coopérative, avec toutes nos éoliennes et tous nos panneaux solaires et nos sites hydroélectriques. Ça, c'est la transition énergétique. Et on pense que les grandes entreprises de l'énergie, ils savent ça déjà. Par exemple, Engie en Belgique, maintenant, ils ont une grande campagne de publicité. Vous n'avez pas encore de panneaux solaires sur votre toit. Nous, on va les mettre. On va les nettoyer toutes les années. Quand il y a quelque chose qui ne marche plus, on va le réparer. Ça veut dire qu'ils ils vont gagner de l'argent, non plus avec l'électricité, vendre l'électricité, mais avec vendre des services. Hein. Ils vont isoler votre maison. Ça veut dire la bataille entre nous, les coopératifs, et les grands joueurs d'hier, ça sera même sur votre toit. Ce sera des énergies renouvelables, mais du coup, deux modalités de développement différentes finalement. Et il faut bien savoir, s'il y a des maires ici, il ne faut pas laisser voler votre vent et votre soleil, parce que vous avez besoin de cet argent qui ça rapporte, hein, ça rapporte parce que vous avez besoin de cet argent pour faire tous les investissements, pour les efficacités de l'énergie. En Flandre, ça rapporte 8% de return on investment, je ne sais pas le mot en français. Oui, de retour sur investissement. Ça veut dire par éolienne, c'est 200 000 euros par an, ça rapporte. Il y a une étude en Allemagne, je peux vous donner la référence. Quand une éolienne, quand les citoyens ou la municipalité, quand les éoliennes leur appartiennent, ça rapporte 8 fois plus pour l'économie locale que quand ça appartient à des investisseurs qui ne sont pas locaux. Et vous savez quoi, l'étude est en allemand, alors il faut s'accrocher, mais on en a fait une traduction et une synthèse en français. Pas de l'étude, mais de la synthèse en tout cas. Sur le site Territoire Énergie Positive. Petite publicité. Voilà. Je pense pour... Super. Merci beaucoup. Hop, je manipule. Alex Raguet, donc plus récemment, hein, la finance participative, un nouveau mouvement auquel vous avez contribué de manière pilote, alors à titre personnel.
En France, déjà pour commencer, mais même peut-être aux États-Unis, si je ne me trompe pas. En tout cas, les choses avaient commencé aux États-Unis quand vous étiez là-bas. Voilà, Germé aux États-Unis. Oui. Et vous avez participé au développement de ce modèle-là en France, y compris en allant voir la ministre et d'autres, d'ailleurs la présidente de région avant la ministre, Ségolène Royal, qui a facilité, je pense que vous pourrez éventuellement y revenir, la mise en place de ce type de dispositif. Elle n'est pas toute seule, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que les lois relatives à l'énergie. Et puis, mis en place un outil... C'est beaucoup repris en région, oui, on en parlera. Ouais. Et mis en place un outil concret pour permettre aux citoyens d'investir dans les énergies renouvelables de manière différente des coopératives, mais on va y revenir. Je vous laisse la parole. Oui, plusieurs outils, donc plusieurs briques pour co-construire l'Europe de l'énergie. Donc, vous avez sûrement tous, beaucoup d'entre vous ont fait sûrement des campagnes de financement participatif. Levez la main si un jour vous avez donné, prêté ou investi dans un projet d'énergie, dans n'importe. Voilà. La première slide. Je vais essayer d'y arriver. D'accord. Voilà. En France, près de 2 millions de Français ont déjà participé à travers la finance participative. Donc, il y a 3 métiers, le don, le prêt, l'investissement. L'année dernière, 2015, c'était 300 millions d'euros, en croissance de 100%. Au niveau européen, c'est plus de 5 milliards qui ont été investis par la finance participative. On a 600 sites de financement participatif en Europe et la croissance est la même, à peu près 100% par an. C'est des dizaines de millions d'Européens qui mettent une partie de leurs économies ou de leurs dons à travers la finance participative, qui est un très vieil usage. Les tontines, la Statue de la Liberté avait été financée par la finance participative, mais c'est bien le numérique, comme tu disais, qui redonne une jeunesse à ce mode de financement. Et comme le sculpteur de la Statue de la Liberté est précisément colmarien, on a encore bouclé une boucle. D'ailleurs, il y a une réplique sur la route pour venir jusqu'ici. Voilà, donc la première brique, c'était 2014. Donc oui, l'UMO, ma société, l'idée venait des États-Unis. On est arrivé, on s'est créé en 2012 et on est tombé devant un mur juridique. Donc on a fait beaucoup de lobbying. Je suis administrateur de l'association française. Pas les bonnes. Mais non, on a oublié de transférer la bonne présentation, mais ça ira bien. Bien, je te la donne rapidement. Merci. Administrateur de l'association française et président de l'association européenne. Voilà. Et en fait, on a beaucoup plus de briques qui arrivent maintenant. Donc 2014, c'était la loi de Fleur-Pellerin. En début d'année 2016, Bercy nous a bien signalé qu'ils avaient compris l'intérêt du financement participatif, que la révolution ne faisait que commencer et que le crowdfunding n'était que la partie immergée de ce qu'on appelle les fintech, la technologie dans la finance, le numérique rentre dans la finance. On a vu le numérique arriver dans pas mal de pans de l'économie et changer beaucoup de choses. Et donc, on va être accompagné par Bercy pour accélérer ce mouvement. Le ministère de l'Énergie a bien compris aussi ce mouvement. Et donc, dans la loi sur la transition énergétique, il va y avoir des incitations pour faire participer les riverains des projets, donc riverains étant définis comme les gens qui vivent dans le département ou les départements limitrophes, et donc des incitations. En Europe, c'est une tendance assez générale. On est très bien placé en France. On a, je pense, le cadre le plus complet pour le financement participatif des énergies renouvelables. On pourrait dire que l'incitation fiscale qu'ont les Anglais est meilleur pour la finance participative, mais pour les énergies renouvelables, ils n'ont pas un cadre très, très avancé. En Allemagne, au Danemark, côté financement participatif, il y a plus que des incitations, il y a des obligations de proposer du financement participatif, ce qu'on n'a pas en France. Mais en Allemagne, en revanche, le cadre financement participatif en général n'est pas aussi puissant qu'en France. Donc on a vraiment deux très belles briques en France pour que les Français accompagnent les énergies renouvelables. On reviendra peut-être juste un mot avec Dirk tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on a en plus, c'est le cadre juridique et réglementaire, en plus en termes de nombre de pages de documents à suivre, ce qui est peut-être quelque chose en moins en termes de possibilités de développement. Voilà. Donc ça, c'est les deux briques qui sont dans la loi. Il y en a une qui a été annoncée lundi par la ministre. Donc c'est la mise en place d'un label d'État financement participatif pour la croissance verte, donc encore plus que les énergies renouvelables.
Donc là, ça a été co-construit avec l'association française, FPF. Il va sortir dans les 2 prochaines semaines. Il sera mis en consultation pendant 21 jours. Et au moment de la COP22 ou juste après, des plateformes pourront auto-labelliser des projets croissance verte. Voilà. Et donc, c'est une brique de plus pour que les Français reconnaissent des projets qui vont dans le bon sens, qui leur permettront d'investir dans le sens de l'accord de Paris. Alors concrètement, un projet, justement, à quoi ça ressemble l'investissement participatif dans un projet d'énergie renouvelable? Enfin, à quel niveau on intervient? Peut-être par rapport à d'autres types de montages? Alors, dans la finance participative en général, qui est quelque chose de très innovant, il y a plein de modèles très différents. Nos homologues anglais, si tu reviens sur la slide d'avant, oui. Voilà. Ça, c'est la slide que vous trouverez sur le site de Citizen Energy, qui est un projet cofinancé par l'Europe, où 4 plateformes de crowdfunding, des coopératives aussi, qui font partie prenante, vont mettre leur projet sur ce site pour que tout Européen qui veulent placer un petit peu d'argent dans la transition énergétique puisse identifier des plateformes et des projets. Voilà. Il y a donc on voit, je ne sais pas si c'est très visible, mais des plateformes, des projets en Angleterre. Nos homologues anglais, comme je disais, eux, essayent de remplacer les banques. C'est-à-dire qu'ils prennent des projets de taille moyenne et ils font le rôle du banquier. Nous, l'UMO, notre modèle, c'est du cofinancement avec les partenaires bancaires. Et donc, si tu peux revenir sur la slide. Voilà, donc ça, c'est un projet qu'on a fait, qui a été justement aussi pris comme les bonnes études de cas au niveau européen. Donc, c'est en région Nouvelle-Aquitaine, un projet porté par une société d'économie mixte, Sergi, qui avait le projet complètement financé, avec une dette bancaire de 81%, et qui, au lieu de mettre 19% eux-mêmes en fonds propres, on n'en mis que 10% et ont proposé aux riverains d'investir les 150 000 € restants. Voilà. Ça s'est fait en quelques mois. 45% des financements venaient de la région Poitou-Charentes et les personnes qui habitaient le plus proche, donc d'ailleurs dans la Vienne, ont mis les montants les plus importants. Donc il y a vraiment une volonté de cofinancer ces bons projets d'infrastructure qui arrivent dans un territoire. Merci. Donc en fait, finalement, c'est tout à fait complémentaire potentiellement avec un portage par des acteurs locaux de projets. Et c'est un mécanisme d'intervention complémentaire des citoyens. De participation. Ce n'est pas du financement. Dans le mot financement participatif, pour l'UMO et pour beaucoup de plateformes, on arrive tous à peu près vers ce modèle, c'est le mot participatif qui est important. Ça permet de participer. Ce n'est pas du développement citoyen, c'est des projets qui sont déjà financés, mais on fait revoter avec leur clic des riverains qui aiment et qui veulent financer ce projet, se l'approprier, s'investir, prendre part. Merci beaucoup pour cette première présentation. Peut-être Dirk Van Sintient, pour revenir un petit peu au niveau européen, justement, comment vous avez pu comparer en fait les différents contextes nationaux dans lesquels les coopératives se créent? Alors en France, il y a notamment un ensemble de coopératives qui sont attachées au réseau Enercop, qui est évidemment un membre de votre réseau. Quel retour vous avez des différents pays sur les cadres dans lesquels les coopératives peuvent se créer et se développer? Ce qui est clair, c'est où il y a des coopératives, il y a un cadre positif pour les citoyens pour investir dans les énergies renouvelables. C'était le cas, par exemple, en Allemagne. Vous le connaissez, je suis certain. Pendant les 10 dernières années, presque 800 nouveaux coopératifs sont créés là-bas. Comment ça se fait? Ils avaient un bon cadre pour la rentabilité des projets était garantie par le feed-in tariff. Le tarif d'achat. Oui, et les Allemands, ils ont confiance à leur gouvernement, ce qui est très, très important. Ils ont la confiance que le gouvernement ne fait pas des décisions rétroactives pour prendre une partie de ces profits. Ce qui n'était pas le cas en Belgique, par exemple, en Espagne. Et, ouais. En République tchèque, à un moment donné oui, et voilà. En Belgique, on n'a pas la confiance de notre Vous avez un gouvernement
On en a 6. Hein? 6. On a tant de parlements qu'on ne savait pas. Hein? Ouais. Ouais. Et ça marche. Oui. Mais quand on voit d'autres pays, par exemple dans les pays de l'Est, je l'ai déjà dit, il y a presque pas de coopératives. Parce que là, les coopératives sont dans l'esprit des partis politiques qui sont là-bas maintenant. C'est lié avec le communisme, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas juste. Hein. Il y avait des coopératives avant le communisme, mais c'est difficile pour créer des coopératives là-bas maintenant. Mais par exemple aussi aux Pays-Bas, maintenant, il y a des centaines de nouvelles initiatives de citoyens en coopérative. En Belgique, c'était plus dur. EcoPower est peut-être l'exception. Hein. On a une vingtaine de coopératives, mais on a perdu chez nous le bataille pour le vent. Hein. Chez nous, le bataille pour le vent est gagné par les grandes sociétés. En Allemagne, les citoyens et les initiatives des citoyens, ils ont presque la moitié des capacités installées en énergie renouvelable. La moitié des installations existantes. Chez nous, c'est plutôt 4%. Ouais. Ouais. Mais quand je vois l'exemple ici, nous, quand on essaie de faire un projet comme ça, on fait ça avec 100% de fonds propres. Hein. Ça, c'est un peu la différence. Hein. EcoPower, on a 50 millions de fonds propres, de capital, et on n'a pas d'empreinte bancaire. Notre modèle est différent. Ça veut dire qu'on essaie de trouver tant de gens et on veut mobiliser les gens et leur argent pour investir dans les énergies renouvelables et si c'est possible, pour 100%. C'est un autre modèle, oui. C'est ce qu'on voit partout en Europe. Les modèles, les briques sont très différentes selon la réglementation, la volonté politique. Il n'y a pas d'uniformité et il n'y en aura pas de sitôt. Un modèle que j'aime très bien, c'est l'Écosse. Hein. On aime bien l'Écosse. Les Belges, les Flamands, on aime bien les Écossais. Et ouais, ils ont des jupes et tout ça. Ouais. Mais non, le gouvernement régional de l'Écosse, ils ont un objectif pour les énergies renouvelables, mais ils ont un sous-objectif pour les énergies renouvelables pour les communautés, pour les citoyens. Et pour avoir les subventions, il faut aussi dire il ne s'agit pas seulement de l'argent, hein, du montant qu'on demande pour le montant des aides qu'on a besoin, mais aussi est-ce que les gens de l'environnement, du coin sont impliqués. Et ça veut dire que tous les investisseurs, ils veulent impliquer les communautés, les gens. Et le sous-objectif est atteint, je pense, 4 ans avant le délai ils ont fait. Et maintenant, le nouveau gouvernement, ils vont doubler cette partie pour le community energy. Hein. Et ce n'est pas seulement cet objectif qu'ils ont fait, mais ils ont aussi créé un fonds et des gens compétents dans le fonds pour aider les gens locaux pour créer leurs projets. Et l'argent qu'ils leur donnent, c'est un don quand c'est un échec, hein, et c'est un prêt quand c'est un succès, avec des intérêts. C'est un fonds, je ne sais pas le nom, roulant. Fonds, oui, revolving, comme on dit. Revolving Fund, et ça marche très bien. Et ça nous a fait rêver que quand on avait ça dans tous les pays membres de l'Union européenne, ça peut être un bon outil pour aider les gens locaux. C'est un mécanisme de financement du développement, c'est-à-dire la phase la plus difficile en fait à faire porter par des citoyens.
avec effectivement la possibilité d'échouer. Ce qui, généralement, quand quelqu'un prête de l'argent, l'échec, a priori, n'est pas attendu, ou en tout cas, il est facturé quand il est attendu. Et là, c'est un mécanisme mixte entre la subvention et puis, finalement, il y a un deuxième mécanisme problème financier. avec les citoyens. Ils viennent avec leur argent trop tard, quand les éoliennes sont là et quand les éoliennes tournent. Et il y a de l'argent qui part avant, vous voulez dire? Et il faut de l'argent avant pour commander les éoliennes et tout ça. Ça veut dire, sur le niveau européen, on est en train de parler maintenant avec la communauté européenne, avec le European Investment Bank, pour créer un fonds pour résoudre ce problème. Très bien. Et on fait le même travail en France, nous, l'aspect d'aide que peuvent apporter des organismes étatiques, la Caisse des dépôts par exemple, ou des régions sur ce type d'accompagnement de projets européens. Alex, juste une chose, donc effectivement il y a de moins en moins de finances publiques. Est-ce que demain la finance participative va remplacer l'État, les collectivités locales et les banques? Sans doute pas quand même. Non, sans doute pas. Est-ce que tout ça se résume à la finance? C'est quand même autre question qui a été posée. Certainement pas non plus. Non, ça dépend des modèles. Comme je disais, les Anglais essayent de remplacer les banques. Nous, c'est vraiment le côté participatif. Avoir une communication positive. Certains de ces projets, la grande multitude de capteurs d'énergie de flux qui vont devoir arriver dans les territoires ont souvent des problèmes d'acceptabilité, de pouvoir communiquer, d'utiliser justement un blog et de parler positivement du projet avant que les éoliennes tournent, même si, pour faire prendre le moins de risques possible à certains épargnants qui ne veulent pas prendre ces risques, on les fait participer après. Il y a deux autres outils qui sont en train d'être développés. Je parlais tout à l'heure des appels d'offres nationaux, mais on voit de plus en plus, il doit y en avoir une dizaine actuellement, d'appels d'offres locaux qui disent justement pour mettre un toit ou un terrain à disposition d'un développeur, je veux qu'il s'engage à faire du financement participatif. Et des collectivités territoriales, maintenant, c'est aussi un changement dans la loi, peuvent investir directement dans ces sociétés de projet. Au niveau européen, donc il y a eu une volonté de l'Europe par la recherche d'aider le financement participatif pour l'énergie renouvelable. Et maintenant, ce qu'on voit, les nouveaux appels à projets, c'est plutôt l'efficacité énergétique, le tiers financement, d'autres choses. On avance vite sur ces fronts, je pense. Et en France, beaucoup de choses se sont déverrouillées récemment aussi. Donc, un mot de conclusion peut-être? Oui. Ce qu'on voit, c'est que notre modèle est un peu gênant pour les grandes sociétés d'électricité. En Belgique, je vais vous donner, par exemple, quelque chose qui vous étonne. EDF et GDF, Engie et GDF, ils ont créé des coopératifs pour laisser les citoyens participer dans leurs projets. Ils ont copié notre modèle, mais ils ouvrent seulement une partie, presque 5% de l'investissement à participation. Une autre chose, il y a 2 communes qui ont lancé un appel d'offres dans la partie germanophone de la Belgique. Et c'est EcoPower et une coopérative wallonne nous avons gagné cet appel d'offres. Et EDF est allé au coup d'État pour casser cette décision de ces 2 petites communes avec 5 000 habitants. Au coup d'État ou à la cour d'État. Oui, ça veut dire, ça gêne EDF que 2 petites communes, on fait le choix pour 2 petites coopératives pour mettre 4 éoliennes. Et quand on parle avec leurs avocats, ils disent, suppose que toutes les communes font ça. On n'a plus de choses à faire. Bien, ça pose la question de la prospective. Est-ce que les grands groupes voient avec la même prospective que l'ADEME et l'association Négawatt? Et quelle est l'adaptation du modèle de ces grands groupes à ce futur-là? Effectivement. Il y aura peut-être moins de place. Qu'elle se trouve une place et qu'elle va dans le sens de la transition énergétique. Admettons qu'on leur laisse un morceau quand même, Dirk. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci de votre participation.